Guten Tag, der Frankreich-Blog ist auf dem Stand von Klett-Cotta auf der Frankfurter Buchmesse. Dieses Jahr ist Frankreich Gastland auf der Buchmesse und neben mir sitzt Pierre Lemaitre. Bonjour Monsieur. Bonjour, bonjour. Vous avez écrit en 2016 3 jours et une vie, traduit maintenant par Tobias Scheffel, sous le titre 3 Tage und ein Leben. Le livre vient de paraître chez Klett-Cotta. Et vous avez écrit l'histoire d'un crime et vous racontez la solution. Une interview portant sur un livre qui ne raconte pas le dénouement, c'est pas très facile. Antoine observe comment le voisin, Monsieur Desmais, tue son chien blessé par une voiture. Plus tard, lorsque Rémi Desmais rencontre Antoine dans la forêt, le drame commence. Où est-ce que vous avez trouvé l'idée pour votre roman ? Comme j'ai commencé ma carrière en écrivant des romans policiers, je me suis, comme tous les auteurs de romans policiers, intéressé aux différentes formes de crime. Et il y a un crime, une forme de crime qui me passionnait beaucoup, c'est celui qui est le crime d'enfant, le crime de jeune, parce qu'il recèle un curieux paradoxe. On a du mal à imaginer qu'un enfant qui représente traditionnellement l'innocence, la naïveté, etc., puisse être accolé avec l'idée du crime. On a du mal à amalgamer les deux idées, c'est-à-dire d'un côté un enfant innocent, de l'autre côté un criminel. Donc l'enfant criminel, c'est un mystère, et donc j'ai fait ce livre pour essayer de comprendre comment ça marchait, non pas comment un enfant devenait un criminel, mais qu'est-ce qu'il devenait une fois qu'il avait commis un crime. C'est ça qui m'intéressait. C'est un roman policier ou vous préférez parler plutôt d'un roman psychologique ? C'est pas un roman policier dans la mesure où, comme vous l'avez dit, la fin est connue quasiment dans les premières pages. Donc il n'y a pas un mystère sur qui a commis un crime, ce qui est d'habitude le ressort d'un roman policier. Là, le mystère et le suspense tient davantage au fait qu'on ne sait pas si l'assassin va réussir à sortir de cette affaire sans être arrêté. Mais ça n'est pas au sens propre du terme un roman policier. Je crois que c'est un roman noir. Un assassin ne peut jamais sortir d'une affaire, même s'il n'est pas découvert, n'est-ce pas ? Je crois que je ne suis pas très d'accord avec cette idée. Je pense que ce qu'on appelle le crime parfait, c'est le crime à partir du moment où l'assassin, au fond, peut oublier ce qu'il a fait. Quand il arrive à vivre en paix avec lui-même, malgré ce qu'il a commis. Mais le problème de la plupart des assassins et des crimes parfaits qui n'en sont pas, c'est qu'en fait, quand vous n'avez pas de juge, eh bien vous devenez votre propre bourreau en quelque sorte. Et donc, au fond, un crime n'est parfait que si vous arrivez à l'oublier, et Antoine, lui, n'arrive pas à oublier. Je n'aime pas la Wikipédia, mais l'article consacré par Wikipédia à votre roman dit « 3 jours et une vie » est un roman psychologique et noir qui capte l'attention du lecteur au plus tard, au moment où Antoine commence à frapper Rémi. C'est aussi votre dessin ? Oui, c'est-à-dire, enfin, c'est Wikipédia qui dit ça, donc si vous voulez, il faut... C'est l'intelligence collective, donc je critique beaucoup. Oui, c'est l'intelligence collective, enfin l'intelligence c'est peut-être un peu aller vite en besogne, c'est collectif en tout cas, c'est collectif. C'est collectif. En fait, je ne pense pas tout à fait la même chose, je pense que le drame d'Antoine commence avant l'histoire et bien avant l'histoire de Rémi. Je crois que le drame d'Antoine, c'est son père. Antoine est un enfant sans père et cette histoire n'aurait pas lieu si Antoine avait eu un papa à qui raconter ça, vers qui aller, à qui demander conseil, à qui demander de l'aide. Et en fait, je pense que le véritable coupable n'est pas Antoine, mais son père. Et dans cette optique-là, dans cette dynamique-là, il me semble que l'histoire d'Antoine commence à la disparition de son père. Il est aussi un solitaire, Antoine, n'est-ce pas ? Oui, c'est un enfant... En fait, je voulais faire un enfant solitaire et sans le vouloir, j'ai fait un enfant dépressif. Je crois qu'en fait, Antoine est un enfant qui manifeste des signes de dépression, des signes discrets, c'est-à-dire que ce n'est pas un dépressif chronique et je dirais spectaculaire, c'est un dépressif discret et au fond, il suffisait d'un événement
pour que d'un seul coup, ce qui est dépressif chez lui s'exprime à ciel ouvert. Dépressif, mais il est complètement solitaire, délaissé par ses camarades. Il construit sa maison dans la forêt lui seul. Etc. Ouais. Oui, c'est un enfant seul, c'est un enfant isolé. Alors, il y a une expression de Rilke, Rainer Maria Rilke, que j'aime beaucoup, qui parle d'un enfant triste et heureux. Et je pense que c'est un peu la définition d'Antoine, c'est un enfant triste et heureux. Heureux parce que il a sa mère, il a ses copains, son école, enfin c'est pas un enfant malheureux, mais c'est un enfant triste et solitaire, vous avez raison. Vous présentez le personnage de Beauval, on croit le connaître et il se comporte souvent tout autrement. Est-ce que c'est un peu comme dans la vie réelle ? Ah oui, je crois, dans la vie réelle, on ne s'en rend pas compte. Mais la vie est remplie de rebondissements, de surprises et de suspense. On ne s'en rend pas compte, hein, mais en fait, notre vie est entièrement tissée de ce qui fait les ressorts du roman noir. Et je trouve que c'est une chose assez intéressante parce que c'est peut-être la raison pour laquelle le roman noir plaît autant aux lecteurs. C'est qu'au fond, les ressorts du roman noir sont des ressorts de la vie quotidienne. Sauf que dans la vie quotidienne, il n'y a pas la dramaturgie qui la met en valeur. Mais au fond, la vie et le roman noir, c'est la même chose. C'est pas très optimiste comme opinion, mais en tout cas, c'est la mienne. C'est extrêmement difficile de vous interroger sur le personnage sans raconter l'histoire. C'est extrêmement difficile. J'aimerais bien vous demander quelque chose sur la mère, sur le médecin du village et d'autres choses, mais on commencerait de mettre un peu le mosaïque et ça, il faut éviter malheureusement parce que vous lisez votre livre vous-même. Je peux dire quand même quelque chose, c'est que idéalement, le meilleur roman noir serait le roman dont on ne pourrait pas raconter du tout les choses au-delà de la première ligne. Vous voyez, on pourrait dire simplement ce qui se passe dans la première ligne, parce que dès la deuxième ligne, ce serait déjà une surprise pour le lecteur, on ne voudrait pas la livrer. Et puis, je pense qu'il faudrait que ce soit un roman dont on ne pourrait dire que la première ligne et dont le dernier mot serait encore une dernière surprise. C'est-à-dire que vous finiriez le livre avec un mot qui, à la fin, le dernier mot, ferait encore un dernier rebondissement, une dernière surprise. J'y suis presque arrivé avec 3 jours et une vie, puisque au fond, la dernière surprise est dans l'avant-dernière phrase. Pour que ça soit vraiment élégant, il aurait fallu que ça soit la dernière phrase. Je m'approche de la bonne solution, je m'approche de l'idéal. C'est peut-être pour le prochain livre. Qu'est-ce qui motive les personnages de Beauval ? La situation sociale, les rapports entre eux, ou la ville, le rapport à la ville ? Alors, dans mon idée, mais je ne suis pas sûr que mon idée soit, comment dire, plus importante que celle du lecteur. Le livre maintenant appartient au lecteur, mais moi ce que je dirais sur Beauval, c'est que c'est une ville traumatisée par un problème social, c'est que l'usine qui fait travailler la ville est une usine qui est en perdition. Le village est menacé d'être frappé par le chômage massif qui va toucher toute la population. Et donc c'est un village dépressif. Un village dépressif. Et je pense au fond que tout ça est une histoire de dépression. Antoine est un enfant dépressif dans un village dépressif. Alors comme ça, on se dit, j'ai pas trop envie de lire une histoire où tout le monde est déprimé. Mais en fait, les gens survivent, vivent quand même, se heurtent les uns aux autres. Et puis il y a ce phénomène étrange, c'est qu'au fond, un accident dramatique peut d'un seul coup créer une solidarité villageoise. C'est-à-dire ces gens-là sont menacés par le chômage, c'est un village un peu dépressif et d'un seul coup, au fond, il va se réunir autour de la disparition d'un enfant qui sidère tout le monde, qui fait peur à tout le monde. Et au fond, on voit un assez beau moment où le village va se retrouver, se rassembler autour du malheur. Et au fond, c'est, je crois, assez typique des communautés humaines. Les tournants d'une vie ne dépendent pas toujours seulement d'une décision. Souvent, c'est tout un faisceau d'événements imprévisibles qui changent le cours des événements, dont le contrôle échappe aux individus. Oui. Toujours sans parler le dénouement. Oui, je sais. Vous avez raison, mais je suis aussi frappé de l'idée inverse que, au fond, dans notre vie, les événements qui sont les plus marquants, c'est-à-dire ceux qui vont faire changer vraiment notre vie, sont des événements qui se passent extrêmement vite. En 2 ou 3 secondes, vous pouvez d'un seul coup prendre une décision ou dire un mot qui va définitivement changer votre vie. Vous dites à une femme « veux-tu m'épouser ?»
en 2 ou 3 secondes, vous avez noué peut-être 20 ou 30 ans de votre vie, peut-être 30 ans de bonheur ou 30 ans de malheur, mais en tout cas, à partir du moment où vous avez dit ça, fait cette demande, en quelques secondes, votre vie va changer. Et en fait, si vous regardez le cours de vos existences, presque tout ce qui a vraiment changé dans votre vie, ce sont des choses qui se sont passées extrêmement vite. Et il y a un curieux paradoxe sur lequel j'essaie de travailler avec ce livre, c'est qu'au fond, la vie est assez longue, assez lente, parfois assez ennuyeuse, et au milieu, comme ça, de temps en temps, il y a des moments comme des éclairs où d'une manière extrêmement soudaine, vous allez prendre une décision ou commettre un acte qui va d'un seul coup modifier toute votre vie. Ce qui m'intéressait, c'était de voir ce qui se passait, ce moment fulgurant dans la vie d'un enfant de 12 ans. Mais on ne pourra pas négliger les motifs de vos protagonistes. Angoisse, responsabilité, avidité, souci, fierté, altruisme. C'est partout la même chose dans la vie? Oui, c'est-à-dire, je crois qu'un roman réussi, je ne sais pas si celui-ci est réussi, mais je crois qu'un roman réussi, c'est un roman qui tient d'abord, non pas sur l'histoire qui est racontée, mais sur les personnages qui vivent l'histoire. Et donc, plus vous avez une gamme d'émotions larges, et plus vos personnages sont vivants. Et je crois qu'en fait, la vraie bonne histoire, c'est pas celle qui est une mécanique narrative parfaite, c'est celle qui a les personnages les plus vivants. Moi, j'adore des livres qui sont, du point de vue de l'histoire, très très mal fagotés, très mal faits, okay. Mais par contre, il y a des très bons personnages, je crois aux personnages, et en fait, quand on croit aux personnages, on est prêt à passer sur beaucoup de choses. Donc moi, je prends beaucoup de temps à travailler sur les personnages parce que je crois que c'est avant tout ça qui fait la littérature, me semble-t-il. Merci beaucoup, monsieur. Au-dessous de votre interview apparaîtra un cadre jaune avec les tâches pour les élèves et je vais lui demander de relever les notions que vous avez utilisées pour expliquer le fonctionnement d'un livre. Bon. Alors, il faut que je m'excuse auprès des lycéens, auprès des collégiens, auprès des étudiants, de leur donner du travail. Moi, je préférerais qu'ils prennent du plaisir à lire des livres, donc mes excuses à tous. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Merci beaucoup.